3, 2, 1... Salut à tous, comment allez-vous en ce début de mois de décembre? Il fait pas trop froid, Noël approche, dites-moi dans quel mood vous êtes un petit peu. Moi perso, pour être honnête, je ne suis pas un grand fan de ces périodes de fête, mais peu importe, ça me permet de regarder encore plus de NBA et d'essayer de vous livrer un maximum de contenu. Voilà pourquoi lundi on a fait un live qui devient un petit peu traditionnel désormais sur la chaîne concernant les rookies en NBA. C'est ainsi que, comme le veut la tradition, le mercredi, on part en best-of en mode Crystal Ball. Là, l'idée, en fait, c'était de faire un point global sur tous ces débutants qui avaient joué au moins un minimum. J'en ai sélectionné pas mal, j'ai un petit peu expliqué leur situation, et j'ai essayé ensuite de les classer en tiers. C'est là que ça devenait intéressant. Parce que, ouais, ensuite, vous me disiez si vous étiez d'accord, pas d'accord, si vous le voyez plus haut, plus bas, ou au même endroit que moi, ce rookie concerné. Alors, vous allez voir ça, c'est cool. De toute façon, le concept, je vous l'explique en détail juste après. On ne perd pas plus de temps. C'est parti. Où en sont les rookies de cette saison 2021-2022 en NBA? Aujourd'hui, on va parler des rookies en NBA. On va essayer de voir tous où ils en sont. On va pas juger du potentiel et des attentes. On va juste faire un point au moment M, à l'instant T, pour ceux qui préfèrent instant T. Et voilà, essayer de voir tout ce qu'ils ont fait cette saison et qu'est-ce qu'ils valent vraiment. Parce que là, mine de rien, on a déjà, il y a déjà plus de 20 matchs qui ont été joués, donc un quart de la saison. Et je me suis dit que c'était cool de faire un petit point sur ces rookies, sur ces nouvelles têtes en NBA et évaluer un peu leur niveau. Donc l'idée, par contre, ça a été de ne prendre que ceux qui ont joué au moins 10 matchs. Je me disais que c'était un minimum pour avoir un échantillon qui parle qui parle un petit peu, quoi. Et déjà, ceux qui ont joué 10 matchs ou plus, j'ai vu qu'il y en avait 28. Et ça fait déjà beaucoup parce que j'ai décidé de tous les aborder aujourd'hui. Donc je vous donnerai leurs stats, on discutera de leur jeu aussi, j'aurai un petit mot, voire plusieurs petits mots pour tous, et je vous dirai dans quel tier ce rookie je le classe, le tier 1, le tier 2, le tier 3, le tier 4 ou le tier 5. Le premier que je vais évoquer, c'est Dalano Banton de Toronto, qui a joué 20 matchs, qui joue 13 minutes, qui tourne à quasiment 5 points par match et 2 rebonds, qui est plutôt adroit, 50% au tir et 33% à 3 points. Le Canadien, finalement, c'est une belle surprise du second tour de la draft. C'est quelqu'un qui joue avec beaucoup d'énergie, qui sur un terrain donne tout. Quand il rentre, le rythme de jeu des Raptors s'en ressent, et je trouve que c'est cool. C'est un mec que personne n'attendait, mais qui a de vraies qualités. Il peut courir en contre-attaque, il peut défendre sur plusieurs postes, tout ça c'est bien. Après, bien sûr, il est loin du niveau de son coéquipier et de son pote Scottie Barnes, dont on parlera plus tard. Il a beaucoup moins de talent, bien sûr, mais c'est pas le même genre de joueur, et on n'attend pas la même chose de toute façon de ces deux gars. Banton, après, si on fait un bilan, c'est clair qu'il doit faire des progrès au shoot, il doit mieux comprendre le jeu, il doit aussi soigner son jeu de passe, parce qu'il y a des passes qu'il livre, je comprends pas, et il peut perdre des balles là-dessus. Mais voilà, avec l'énergie qu'il donne, je me dis que ça peut devenir un bon joueur de rotation, dans le rôle du guerrier, et c'est quelqu'un que j'aime bien, voilà, j'apprécie ce qu'il apporte, et tout ça, ça me dit que je le mets au tir fort. Et voilà, on fait marcher Photoshop. On le met au tir fort, et pour un joueur finalement qui devait même pas être classé au vu du faible nombre d'attentes qu'il y avait pour lui, qui devait même pas avoir des temps de jeu, finalement il a joué plus de 10 matchs, et je trouve ça très bien. 2000 years later. Pour Dalano Banton, vous êtes 50% à être d'accord avec moi et à le mettre au tir fort. Bon, pour beaucoup, vous me l'avez dit dans le chat, c'est un parfait inconnu. Et c'est vrai, n'empêche qu'il mérite d'être un peu plus connu au vu de l'énergie qu'il met sur le terrain. D'ailleurs, j'imagine que c'est cette énergie qui en a convaincu 36% d'entre vous vous le mettez au tier 3, donc ça veut dire qu'il vous plaît vraiment et que c'est un joueur qui vous hype particulièrement. Et 14% le voit un peu plus bas au tier 5 parce que c'est vrai que, mis à part cette énergie et ce côté hustler, il apporte pas encore grand chose sur un parquet. Moi ça mérite le tir fort, visiblement vous êtes assez d'accord, mais je comprends à la fois ceux qui l'ont mis un poil plus haut et à la fois ceux qui l'ont mis un poil plus bas, sachant que pour le moment c'est un petit peu dur, sachant qu'on n'a pas de référentiel vis-à-vis des autres rookies, de les classer tous ces gars-là. Prochain rookie, Scottie Barnes, qui a joué 18 matchs depuis le début de la saison, qui joue plus de 35 minutes par match, donc gros temps de jeu, et en même temps, il fournit des stats sur ces minutes. Il tourne à 15 points par match, à 8 rebonds, à 3 passes, 49% au tir, bon 26% à 3 points, c'est un peu moins bien, mais peu importe, j'ai envie de dire, et plus d'une interception par match. Lui, on fait que parler de lui, et c'est à juste titre. Bon, bien sûr, il score un petit peu moins depuis que Pascal Siakam est revenu dans la rotation, mais peu importe, tout ça c'est normal, et c'était attendu, et Scottie Barnes demeure un excellent rookie.
Sa capacité à se déplacer avec énormément d'aisance, à finir dans la raquette, que ce soit en drive ou en jouant au post-up, de plein de façons différentes, à prendre des rebonds ou à partir en contre-attaque juste après, c'est juste dément. C'est un mec qui est rapide, qui est puissant, qui garde la tête levée, qui voit bien le jeu, surtout qui défend très dur aussi, avec ses grands bras, il utilise parfaitement ses atouts physiques. C'est souvent lui qui doit scoltiner le meilleur joueur offensif adverse, donc il a défendu sur des gars de Damian Lillard à Tobias Harris, mine de rien, c'est des profils très différents et sur lesquels il n'a pas été ridicule, loin de là, et qu'est-ce qu'il est cool juste à voir évoluer sur un terrain. L'impact qu'il a sur ses Raptors est déjà très important, donc pour un rookie c'est génial, il faut pas se voiler la face, Barnes c'est déjà un joueur majeur de cette équipe de Toronto. Bon maintenant attention, il est jeune aussi, bien sûr, il connaît des coups de moins bien et ça fait partie du quotidien des rookies. Son match à 2 points et 1 sur 8 contre les Kings, ça c'est la preuve que tout va pas parfaitement bien tous les soirs, mais peu importe, même quand il a pas assuré, dans ce match-là, là, contre les Kings où il a pas assuré, il avait su peser dans d'autres secteurs, et les Raptors ont quand même obtenu la win, donc c'est appréciable de voir que c'est pas quelqu'un qui vit et meurt avec les points qu'il marque. Et puis bon, ça c'est quand les choses ne roulent pas, mais quand les choses roulent, elles roulent pour de vrai. Il a déjà fait 2 gros double-double à plus de 20 points et 10 rebonds, et voilà, donc avec tout ça, même s'il est pas encore hyper régulier, pour moi, Scottie Barnes, c'est un tier 1 no-brainer à ce jour. 6.5 hours later. Bon, pour Scottie Barnes, vous êtes 80% à être d'accord à la mettre au tier 1 et 20% à le mettre au tier 2. Alors ça, j'avoue que je comprends pas des masses, ça veut dire que vous imaginez que beaucoup de rookies sont au-dessus de lui. Bon, j'ai lu que pour certains, c'est un peu un escroc entre guillemets, en exagérant un poil les choses, parce qu'il a profité de l'absence de Siakam pour bénéficier de ses systèmes. Moi, je suis pas forcément d'accord, je le trouve toujours très bon depuis le retour de Siakam, et surtout, je trouve que c'est un jeu très différent et beaucoup plus polyvalent, avec une meilleure vision de jeu et un meilleur sens du playmaking que Siakam. Donc ça, je suis pas forcément d'accord avec ça. Maintenant, ouais, vous êtes 20% à le mettre au tier 2, et vous avez sûrement vos raisons. En tout cas, 80% à être d'accord avec moi à le mettre au tier 1, donc ça montre qu'il fait partie de l'élite de ces rookies dans ce début de saison. Le suivant dont on parle, c'est Charles Bassey de Philadelphie, qui a joué 10 matchs pour 8 minutes de moyenne, qui tourne en gros à 3 points, 3 rebonds et quasiment un contre par match, avec des très bons pourcentages vu qu'il est à 67% au tir. Ici on parle d'un intérieur qui est solide et intelligent, le genre de gars qui peut avoir un impact en quelques minutes sur un terrain grâce à sa compréhension du jeu que je trouve très bonne, vraiment, mais aussi sa capacité à communiquer. À chaque fois que je l'ai vu sur le terrain, il parlait énormément et c'est quelque chose qui était fort appréciable. Dans sa maturité, moi je trouve qu'il ressemble pas du tout à un rookie, ça s'est vu vraiment face aux Nuggets d'ailleurs, pour la première fois où il a eu des opportunités cette saison, avec l'absence de Joel Embiid notamment, il a su les saisir. Il a fait 12 points, 7 rebonds et 3 contres en 19 minutes dans une win, c'est vraiment pas mal. Bon, maintenant, il faut pas non plus s'attendre à ce qu'il fasse ça tous les soirs, il va pas avoir tout le temps du temps de jeu, encore plus avec le retour de blessure de Joel Embiid, mais bon, ça reste un mec qui bosse dur, qui apparemment regarde beaucoup de vidéos pour progresser sur son jeu, qui, on peut en être certain, dès qu'il rentrera sur le terrain, donnera tout ce qu'il a, qui pourra dépanner dès qu'il aura du temps de jeu et qu'il y aura des blessés, en mettant quelques contres, en prenant quelques rebonds, en courant d'un panier à l'autre, en allant poser des dunks. C'est le genre de joueur qu'il est, Charles Bassey. Alors voilà, moi son attention aux détails me fait bien plaisir. Maintenant, c'est quand même compliqué pour l'instant, vu qu'il a eu très peu d'opportunités de le mettre au-dessus du tier 5, donc pour l'instant il est au tier 5, même si son début de saison me plaît. Et pour un gars du second tour que j'imaginais même pas du tout jouer cette saison, ou alors très peu, et ben c'est bien le tier 5, et c'est une très belle histoire pour ce mec, qui quand il avait 12 ans, donc il y a encore seulement quelques années, vendait du poulet frit sur les bords des routes du Nigeria. Aujourd'hui, il est en NBA en tant que rookie, et il a même du temps de jeu, bravo à lui. A few moments later. Ok, Charles Bassey, vous êtes 85% à le voir comme moi au tier 5, et 8% au tier 4, et même 8% au tier 3. Il vous a hypé, ceux qui l'ont vu jouer. Vous avez été plusieurs à me dire que vous sentiez qu'il avait un vrai niveau, une vraie intelligence de jeu, et je pense que c'est ça que vous avez mis en valeur. Pour moi, c'est quand même trop limite pour viser plus haut que le tier 5, mais je le répète, félicitations à lui pour son début de saison quand même. Le suivant dont on parle, c'est Jared Butler de Utah, qui a joué 13 matchs pour l'instant, avec un temps de jeu très faible, de moins de 5 minutes, donc forcément ses stats sont très peu significatives, il tourne même pas à 2 points par match, mais ses pourcentages surtout peuvent être inquiétants, parce qu'il est à 29% au tir, dont 25% à 3 points, et 50% au lancer franc. Pourtant, Jared Butler, c'est pas n'importe qui, c'est le MOP de la dernière March Madness avec Baylor, et forcément on attendait beaucoup de lui, mais là, force est de constater que c'est un peu compliqué, et il l'avoue lui-même d'ailleurs. La transition entre la fac et la NBA, c'est très dur. Pour s'en convaincre, je le répète, il suffit de regarder son adresse au tir, 29% de réussite, c'est vraiment pas beau. Après, en même temps, à Utah, la situation n'est pas forcément simple pour lui. Devant lui, il a des gars comme Mike Conley, comme Donovan Mitchell, comme Jordan Clarkson, notamment en plus de ça, c'est pas les seuls. Et donc, il doit faire ses preuves avec un temps de jeu qui est minime, et les minutes se font très rares pour lui, donc c'est difficile de prendre beaucoup d'XP dans ces conditions. Donc, je pense qu'il faut qu'il
il apprenne un petit peu plus à créer son shoot à un niveau NBA. Autant il savait le faire à la fac, autant dans la grande ligue c'est plus dur. Il doit réussir à trouver comment faire la séparation contre plus grand et plus physique que lui. Tout ça, même si ça passait avant, aujourd'hui ça passe plus. Pour le moment, on le sent un peu craintif quand il est sur le terrain, presque stressé ou anxieux, comme s'il avait envie de trop bien faire et qu'il n'osait pas être lui-même. Donc tout ça c'est un peu dommage quand on connaît le talent du bonhomme. Je me dis que passer du temps en G-League ça lui ferait probablement du bien. D'ailleurs il l'a déjà fait, hein. Il a fait 3 ou 4 bons matchs déjà. Donc ça montre que le talent n'a pas disparu. Le talent est bien là, il a juste besoin de jouer, je pense, pour prendre confiance, mais en attendant, je pense, ça me paraît impossible de le mettre plus haut que le tier 5, ce bon vieux Jared Butler. One eternity later. Pour Jared Butler, hein, c'est triste à dire, même s'il a beaucoup de talent, et on le sait tout ça qu'il a beaucoup de talent, pour l'instant il n'a pas encore eu l'occasion de le prouver, et c'est aussi pour ça que vous êtes 82% comme moi à le voir au tier 5, 18% au tier 4 quand même, vous le voyez un petit peu plus haut, même si pour moi il n'a pas encore montré, mais c'est vrai qu'il a du talent, donc je pense que c'est l'argument principal de ceux qui le voient plus haut, mais bon, pour l'instant, tier 5, c'est triste à dire, mais c'est là qu'est sa place malheureusement à Jared Butler. Le suivant, c'est Josh Christopher des Rockets, qui pour l'instant a joué 11 matchs, pour un faible temps de jeu lui aussi, moins de 8 minutes, qui tourne à 3 points par match, un rebond, des pourcentages très moyens, hein, 38% au tir et 37% à 3 points, si c'est 37% à 3 points c'est bien, mais son adresse globale au tir est pas ouf, et si on fait le bilan, Christopher, moi je pense que c'est surtout un joueur à polir je trouve, qui a beaucoup de qualité, mais en NBA, on sent qu'il a du mal encore à capter comment les utiliser et comment capitaliser sur toutes ses qualités. Voilà pourquoi même à Houston, hein, dans une équipe qui est jeune avec peu d'ambition, il joue peu. Il faut qu'il apprenne tout plein de choses encore, c'est indéniable. Il doit mieux comprendre le jeu, il doit développer son playmaking surtout, je pense. Lever un petit peu plus la tête, regarder des vidéos, mûrir. Et ça, c'est pas facile hein, quand la saison commence en NBA, et c'est aussi le cas pour Jared Butler, dont on parlait avant. C'est pas facile parce que en NBA, quand la saison a commencé, les entraînements sont beaucoup moins fréquents. On prend pas forcément le temps, justement, aux entraînements de permettre aux jeunes de gagner de l'XP. C'est lors des matchs qu'on la gagne, cette expérience. Voilà pourquoi la G-League est utile, parce que quand on joue pas pendant les matchs et qu'on est si jeune, comme Butler ou Christopher, eh ben c'est difficile de progresser. Donc voilà, c'est pour ça que Christopher passe de plus en plus de temps en G-League. Il réalise de bonnes perfs d'ailleurs, avec un match à 29 points récemment, donc c'est encourageant. C'est un arrière qui est athlétique, qui est rapide, qui a de vraies qualités défensives aussi, avec une envergure qui est assez grande. Donc je pense que sa place en NBA, il la fera sûrement, ça passera par la défense s'il veut se faire une vraie place, mais aussi en mettant des shoots de loin. Il a bossé son tir et ça se voit, hein, même je disais que ses pourcentages étaient moyens à 3 points, ça reste quand même très correct. Mais voilà, donc en G-League, ce qui est compliqué, c'est que grâce à son physique, il arrive à mettre des points au poste. Donc c'est un arrière hein, qui a un vrai jeu en post-up, mais en NBA, ça, il peut pas le faire et c'est beaucoup plus dur. Donc en NBA, il faut qu'il apprenne à mettre des tirs autrement, et voilà pourquoi il doit continuer à bosser sérieusement sur son tir extérieur et à développer surtout une bonne sélection de shoot pour la NBA qui sera forcément différente de celle de la G-League. Donc voilà, comme s'il arrive à saisir les opportunités, comme il l'a fait il y a pas longtemps là, où il a fait un 2 sur 2 à 3 points face aux Celtics en 5 minutes de jeu, les minutes finiront par venir, mais pour l'instant elles sont pas là, et désolé encore pour lui, même si ça me fait de la peine de mettre des joueurs au tier 5, sur ce qu'il a montré jusque là ce début de saison, je peux pas le mettre plus haut que sur ce tier 5, Josh Christopher. 3 days later. Josh Christopher, vous êtes 91% à le voir au tier 5, 9% au tier 4, donc 9% un peu moins sévère que moi, un peu moins sévère que la majorité, mais je pense que, c'est ce que j'ai eu dans le chat, hein, vous êtes tous d'accord sur le fait que c'est un joueur encore très brut, qui doit beaucoup travailler, et que c'est pour ça que pour l'instant, il mérite pas plus que le tier 5. Allez, le prochain qu'on évoque, c'est Cade Cunningham, le first pick des Pistons, qui jusque-là a joué 14 matchs, 31 minutes de jeu en moyenne, il tourne à 13 points, un peu plus de 6 rebonds, 5 passes décisives, tout ça c'est plutôt très bien, même si ses pourcentages sont beaucoup moins bien. Il a 33% au tir, dont 23% à 3 points, et 87% au lancer franc. Maintenant il se rattrape en défense quand même, avec 0,4 contre, mais surtout 1,4 interceptions, mais il perd beaucoup de ballons, avec 3,4 turnovers. Maintenant, si on fait le bilan sur Cade Cunningham, il a eu des débuts très compliqués, avec une blessure à la cheville qui lui a fait manquer tout le début de saison, donc c'est pas du tout simple, hein, quand tu rates le début de la saison avec tes rookies, de trouver vite le rythme ensuite, et sa maladresse, sur ses premiers matchs notamment, faisait très peur, notamment à 3 points. Il a commencé par un 1 sur 21 derrière la ligne, sa carrière NBA, je crois que c'est un record de médiocrité, et ça pique, hein, ça pique pour le shoot extérieur. Ces pourcentages, quand on les regarde, ça pourrait être très inquiétant quand on parle du joueur, mais peut-être, je pense que je vais être moins sévère que beaucoup, j'ai vu dans le chat, peut-être que c'est pas si inquiétant que ça. Clairement, je vais le dire, hein, le voir enchaîner des 2 sur 10 et des 3 sur 13, ça me réjouit pas. Par contre, quand je vois qu'il peut faire des triples-doubles et tourner à plus de 5 rebonds et 5 passes de moyenne, moi ça me va. Le mec arrive à toujours trouver une utilité même quand ses tirs ne rentrent pas, et ça c'est important. De plus, même si le ballon rentre pas dans le cercle
tous les jours et tous les soirs de façon régulière, je sens que là il est en train de monter en puissance, qu'il est en train de gagner en confiance. Ses shoots, je trouve, sont de mieux en mieux choisis, le rythme de la NBA il commence à de mieux en mieux l'appréhender, et là j'ai l'impression qu'il arrive à prouver de plus en plus pourquoi il a été choisi avec le first pick. Sa polyvalence et sa très grande taille pour un meneur vont vraiment faire de lui un joueur spécial, qui sera très efficace des deux côtés du terrain, parce qu'en défense, je le rappelle, Cade Cunningham est très bon, en attaque il est capable de jouer pour lui, de créer pour lui, mais aussi de créer pour les autres, sa vision de jeu elle me hype, donc je pense que je vais être un poil généreux, parce que j'ai vraiment hésité entre deux tiers, entre le tier 1 et le tier 2, pendant très longtemps je l'avais mis au tier 2 quand j'avais préparé ce live, et quand j'ai vu au final tous ceux qui étaient au tier 2 et tous ceux qui étaient au tier 1, j'ai décidé de changer au dernier moment, donc malgré son adresse relou, avec cette polyvalence et ce leadership, je dis pas que c'est le meilleur joueur, le meilleur rookie de la ligue pour l'instant, donc ce sera peut-être le plus mauvais de ce tier 1, mais je le mets quand même au tier 1, Cade Cunningham, parce que ouais, je le répète, polyvalence et leadership, je trouve que c'est très fort chez ce gars. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Concernant Cade Cunningham, c'est le premier désaccord, parce que la majorité, donc 42%, vous êtes à le voir au tier 2. Vous êtes quand même 32% à me rejoindre au tier 1, par contre 26% le voient au tier 3. J'avoue que j'ai quand même du mal à comprendre qu'on soit si sévère avec lui. Le tier 2, je peux le comprendre, mais le tier 3, j'avoue que je peux pas du tout le comprendre. Malheureusement, à mon avis, tous ceux qui ont voté pour ça se sont un petit peu laissés avoir par les attentes, mais on n'est pas là pour juger de ça aujourd'hui. Forcément, peut-être qu'on aurait pu attendre davantage d'un first pick de draft, mais bon, pour l'instant, il a joué que 14 matchs, et surtout, je le répète, ici, on ne juge pas par rapport aux attentes et par rapport à la position dans la draft. On juge juste comme si tous les joueurs, on les connaissait pas, et par rapport à ce qu'ils produisent sur le terrain. Donc par rapport à ce qu'ils produisent sur le terrain, Cade Cunningham, pour moi, un tier 3, c'est vraiment trop bas. Donc tier 2, je peux encore l'entendre, mais moi, je confirme ma place au tier 1, parce qu'il n'y a pas que le scoring dans le basket. J'aime pas forcément comment il est utilisé par Casey, hein, on en parlait dans le chat en tant que spot-up shooter, je suis pas d'accord qu'il soit utilisé comme ça. Moi j'ai besoin qu'il ait le ballon dans la main davantage, mais il n'y a pas que les points dans le basket, et tout ce qu'il apporte à part son scoring est quand même assez essentiel et assez fort, hein. Faire un triple-double en une dizaine de matchs, c'est quand même assez énorme pour un rookie, donc let's go tier 1, moi j'assume ma place tout en haut de cette pyramide, même si je le répète, ce sera peut-être le plus bas de ce tier 1. Vient maintenant Ayo Dosunmu des Bulls, qui a joué 20 matchs, qui joue 26 minutes en moyenne, donc c'est un joli temps de jeu pour Ayo, qui tourne à 6 points, 2 rebonds, 1 passe, avec des pourcentages très corrects, hein, 46% au tir, donc 43% à 3 points. C'est fort, hein, c'est fort. Et qu'est-ce que je l'aimais, lui, quand il était à la fac, et qu'est-ce que je trouve cool ce qu'il est en train de montrer à Chicago. En fait, j'étais deg le jour de la draft, qu'il soit pas pris au premier tour, et là, il montre qu'il peut être un style. La volonté et la hargne avec laquelle il joue, en attaque comme en défense, j'aime beaucoup. On sent qu'il a peur de rien, qu'il est prêt à tout exploser à tous les niveaux. Il a pas du tout de souci de confiance, hein, encore moins dans les moments décisifs, et tout ça c'est cool. Il est déjà un joueur important de la rotation de Donovan, qui met ses tirs avec régularité et qui apportera tous les jours de l'énergie et de la confiance. Bon, maintenant c'est pas du tout un scoreur, hein, 6 points en 26 minutes, c'est loin d'être excellent. Par contre, tous les soirs, tu sais ce qu'il apportera. Ça se sent, à chaque fois qu'il est sur le parquet, ça se sent, ça fait monter un petit peu le rythme de ses Bulls, notamment grâce à la pression défensive qui s'émet sur le porteur adverse. Donc je sais pas si son plafond est encore beaucoup plus haut que ce qu'on a vu jusque là, mais peu importe, on n'est pas là pour juger là-dessus, et ce qui produit en tant que backup de joueurs comme Lonzo Ball ou Zach LaVine, moi ça me plaît, et encore plus dans une équipe comme les Bulls qui gagnent pas mal. Donc malgré des stats qui n'ont pas l'air ouf, il suffit de regarder Dosunmu jouer pour voir qu'il a un vrai impact, et voilà pourquoi, même si ses stats ne pourraient pas correspondre au tier 3, moi son impact je trouve correspond à cet échelon, et voilà pourquoi je le mets à ce troisième échelon. 12 seconds later. Pour Dosunmu, vous êtes 86% à me rejoindre au tier 3, vous êtes 10% à le voir un peu plus haut au tier 2, en mettant beaucoup en valeur sa défense. C'est le gros match qu'il a fait face à Brooklyn défensivement, et je peux l'entendre, même si pour moi, c'est sûr hein, qu'il est bon défensivement, mais trop de limites en attaque pour moi pour viser le tier 2 pour l'instant, même si j'espère qu'il y accédera. Et par contre, bon, c'est aussi la preuve que c'est un joueur qui est kiffé, hein. Moi le premier je l'adore, il y en a même 5% qui l'ont mis au tier 1, qu'il se dénonce, ces fans des Bulls, mais en tout cas voilà, tier 3, pas plus bas pour Dosunmu, et c'est une majorité qui le voit à cet étage-là. Le prochain dont on va parler, c'est Chris Duarte des Pacers, qui a joué 19 matchs jusque-là, qui qui joue 30 minutes par rencontre, donc un gros temps de jeu, et qui a des bonnes stats, hein, de 13 points, 4 rebonds, 2 passes décisives, avec des pourcentages corrects, sans plus, mais qui sont quand même pas mal, 42% au tir, 36% à 3 points, et 68% au lancer franc. À côté de ça, il perd quasiment 2 ballons par match.
Bon, ce qui s'entend hein, pour un rookie. Quoi qu'il en soit, ce que je vois avec Chris Duarte, c'est qu'à Indiana, on aime beaucoup les arrières matures et expérimentés qui ont passé du temps à la fac, comme Malcolm Brogdon, et c'est aussi le cas de Chris Duarte, hein, c'est pour ça que je dis ça, qui a montré qu'avec cette expérience-là en NCAA, il pouvait avoir un impact immédiat en NBA. Le mec, rien que dans un rôle de 3&D, il est déjà très bon, et franchement j'aime bien. Il a un côté machine très régulier, qui soir après soir, minute après minute, va répéter les mêmes gestes avec pas mal d'efficacité. Hein. Il va se démarquer, il va appeler la balle dans le timing, il va dégainer, et quand il est en bonne position et que le ballon veut bien suivre son geste, ça va rentrer. Donc tout ça c'est cool, c'est un mec qui connaît bien les systèmes, qui les a appris très vite, qui connaît le jeu et qui profite de tout ça avec intelligence. Bon maintenant, même si maintenant il sort du banc avec le retour de Caris LeVert, sa production, même si elle a un peu descendu après son début de saison qui était quand même complètement énorme, là il est plus sur le même rythme, sa production reste quand même bonne. Donc voilà, pour son gros début de saison, même si c'est un peu moins ouf, je le mets au tier 2, ce petit Chris Duarte. Pour moi, il mérite ce tier 2. Il sera probablement jamais une superstar, mais c'est pas grave, hein, ce qu'il a montré jusque-là, avec notamment son premier match à 27 points, qui nous a tous hypé, même s'il a jamais reproduit une telle perf, ça m'a déjà séduit, et ce qu'il a montré depuis, c'est quand même très qualitatif. Donc un tier 2 pour Chris Duarte, ça me semble mérité. Concernant Chris Duarte, vous êtes également d'accord avec moi à 67%, vous êtes toute cette proportion-là à le mettre au tier 2, comme je l'ai fait, et 33% à le voir plus haut, au tier 1. Ça vous a beaucoup plu, son début de saison hein, notamment, qui vous a hypé particulièrement, son shoot super clutch contre les Lakers, hein, vous m'en avez parlé, et c'est vrai que je ne l'avais pas évoqué jusque-là, et c'est vrai que son shoot montre qu'il avait des coronesses. Pour moi, voilà, si je le mets au tier 2, c'est qu'il n'a pas tout à fait continué sur le même rythme qu'au tout début de la saison, même si ce qu'il fait est encore beau, mais c'est pour ça que je l'ai mis au tier 2. Et comme j'ai lu dans le chat aussi, c'est vrai que le mec, on sent qu'il veut vraiment bien faire, vraiment s'impliquer, et que parfois, même si ça reste un très bon shooter, il en fait un petit peu trop et ça peut le desservir. Donc ça peut paraître sévère le tier 2, mais moi ça me semble mérité. N'empêche que je peux comprendre avec ce gros début de saison que certains le mettent au tier 1. Allez, prochain joueur dont on parle, Luka Garza des Pistons, qui jusque-là a joué 11 matchs, qui joue un peu moins de 12 minutes par rencontre, qui tourne à 4 points, un peu plus de 2 rebonds, avec des pourcentages de 45% au global, 36% à 3 points, 80% au lancer franc. Lui, c'est un pivot qui était considéré comme le meilleur joueur universitaire l'an dernier. Le souci, c'est qu'il n'a pas pu être drafté au premier tour parce qu'il était trop considéré comme un intérieur à l'ancienne qui aurait beaucoup de mal à s'adapter à la NBA d'aujourd'hui, et dont le potentiel était probablement déjà atteint. Et ok, c'est vrai que quand j'entends tout ça, je peux capter cette idée, parce que Garza, par exemple, il excelle dans ses nouveaux postes, alors que le post-up, aujourd'hui, est de moins en moins utilisé dans la grande ligue. On demande davantage aux pivots qu'ils courent de cercle en cercle, qu'ils soient des rim runners, et c'est vrai que Garza, ça fait pas trop partie de son bagage, c'est pas le joueur le plus rapide du monde. Mais est-ce que c'est pour ça qu'il ne peut rien apporter en NBA? Eh bien, j'ai envie de dire que non, parce que mine de rien, dès qu'il rentre sur le terrain, il apporte son physique, il prend des rebonds, il se bat, il joue dur, et il marque des points près du cercle. J'ai bien aimé ces 2 matchs en tant que titulaire, là, pendant la suspension de Stewart. Il a pas fourni des stats hyper ronflante, mais il a joué juste, il a joué intelligemment. Maintenant, son problème, et c'est aussi pour ça que son temps de jeu a pas été fou, même quand il a été titularisé, c'est qu'il se fait beaucoup siffler de faute en peu de temps. Et ça, il va falloir qu'il s'adapte vraiment en NBA. Et clairement, tu peux pas jouer sur un rythme élevé quand il est sur le terrain. Donc ouais, si tu veux gagner un match, je suis pas sûr que tu puisses le laisser très longtemps, en tout cas en l'état. Mais sur de brefs passages, il sait ce qu'il peut apporter, et il peut faire de belles choses. Il peut même mettre quelques tirs de loin, et tout ça, c'est assez positif. Mais en défense, par contre, c'est là où j'ai un souci, parce qu'il peut vraiment se faire bouffer par pas mal d'attaquants qui seront plus athlétiques. Donc j'ai pas mal réfléchi, j'ai hésité entre les 2 derniers tiers, entre le tier 4 et le tier 5, mais allez, je trouve que, vu qu'il arrive quand même à faire certaines choses intéressantes avec son profil, avec son talent, avec ses bonnes mains, et même son shoot qui est en train de se développer, je le mets au tier 4, avec Banton, ça me semble assez légitime pour Luka Garza, l'ancien d'Iowa. 12 o'clock midnight. Pour Luka Garza, vous êtes 64% à me rejoindre pour le tier 4, vous êtes 29% à être un petit peu plus sévère que moi, à le voir au tier 5, et ça aussi je peux l'entendre, parce que c'est vrai que jusque-là il n'a pas montré grand-chose, et qu'il a montré de vraies limites, même si je trouve que son talent mérite le tier 4, j'entends que ça se discute. Par contre, 7% de grands fans de Luka Garza, peut-être qu'ils le suivent depuis l'université, qui l'ont carrément mis au tier 1, mais je ne suis pas sûr qu'il faille prendre ses votes très au sérieux. Le suivant dans l'ordre alphabétique sur la liste, c'est Josh Giddey d'OKC, qui jusque-là a joué 19 matchs pour 30 minutes de moyenne.
11 points par match, 7 rebonds, un peu plus de 7 rebonds, quasiment 6 passes par match, des pourcentages assez moyens, presque plutôt faibles, 40% au global, 28% à 3 points, 65% au lancer franc. Il tourne à 0,6 contre et une interception, ce qui est pas mal du tout. Par contre, il perd quasiment 3 ballons. Mais en vrai, oh là 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 là, qu'est-ce que j'aime le voir jouer celui-là. Le mec est hyper spectaculaire, il peut vraiment tout faire sur un terrain, il a des fondamentaux de fou furieux, un vrai sens du jeu, t'as l'impression qu'il a des yeux derrière la tête, je le trouve super fluide du haut de ses 2m03, et pourtant il a quand même une espèce de jeu désarticulé, et c'est ça que j'aime beaucoup, je trouve, ces espèces de déplacements atypiques qui marchent super bien, et quand on le voit enchaîner les feintes et les passes aveugles avec des appuis qui sont pas du tout conventionnels, c'est un régal. En fait, à ce jour, il est le meilleur passeur parmi les rookies, devant Cade Cunningham par exemple, qui est un excellent playmaker, donc c'est plutôt ouf. On aurait pu s'y attendre, hein, vu qu'il dominait le championnat australien dans le domaine, mais quand même, c'est pas parce qu'il dominait le championnat australien qu'on s'imaginait qu'il allait briller autant en NBA. Déjà, chez le Thunder, il a obtenu sa place de starter, à côté de Shai Gilgeous-Alexander et de Luguentz Dort. Il a relégué Théo Malédon sur le banc, et même en défense, l'Australien est bien plus impactant que ce que je le pensais au début. Bon, après, il devra bosser ses shoots encore, il devra augmenter ses pourcentages, c'est sûr, et sa sélection de tir, tant qu'à faire, mais comme beaucoup de rookies, ça, mais ce que je vois, c'est quand même hypant, son avenir est radieux, il peut régulièrement faire des double-double points rebond, ou même points passe, il n'a pas encore fait de triple-double, mais je suis assez persuadé que ça arrivera vite dans sa carrière, sa place dans le dispositif de Daigneault, elle est déjà primordiale, et si OKC gagne plus de matchs que prévu cette saison, à mon avis, Josh Giddey a quand même sa part de responsabilité. Mieux encore, hein, je trouve qu'il est de plus en plus régulier au scoring ces dernières semaines, parce que ça lui faisait un petit peu défaut, cette régularité au niveau des points en début de saison. Maintenant, ça va quand même un peu mieux. Et je vous le dis, si vous n'avez pas encore vu Josh Giddey jouer, let's go le mater, vous le regretterez pas. Donc bien sûr, il a encore tout plein de progrès à faire, il doit encore gagner de l'XP, mais tout le reste qu'il fait, je trouve ça assez magique, et pour moi, ça mérite amplement un tir-tout. Et un bon tir-tout même. 1 hour later. Josh Giddey, vous êtes 81% à le voir au tir-tout, bah, du coup comme moi, encore une fois on est plutôt d'accord, 13% à vraiment kiffé le joueur, donc 13% à le voir au tir 1, et 6% qui le voit tout en bas au tir 5, donc à mon avis, il y en a qui détestent Josh Giddey dans ce chat, bon je comprends pas trop pourquoi, j'ai lu dans le chat que c'était une vraie passoire en défense, et je peux entendre ça, parce que c'est vrai que même si j'ai dit qu'il était meilleur en défense que ce que j'attendais, c'est pas du tout un lockdown sur l'homme, ce que je voulais dire, c'est qu'avec son QI basket et sa compréhension du jeu, il arrive à anticiper pas mal, et ça lui permet d'avoir de faire quelques contres et de voler quelques ballons. Maintenant, c'est pas parce qu'il est meilleur que ce que je m'attendais, en fait je m'attendais à rien de lui en défense, que je considère comme un défenseur élite, juste qu'il arrive à en faire un peu plus que ce que je pensais, et c'est tout à son honneur. Allez, le suivant qu'on évoque, c'est Jalen Green des Houston Rockets, qui jusque-là a joué 18 matchs pour 31 minutes de moyenne, 14 points, 3 rebonds, 2 passes, des pourcentages très bof, hein, 38% au tir, 28% à 3 points, et 80% au lancer franc, 3 ballons perdus par match aussi quasiment. Donc ok, c'est vrai que cette saison, quand on regarde jouer Jalen Green, la première image qu'on a de lui, et j'avoue que c'est aussi mon cas, c'est celle d'un croqueur de ballon, et c'est vrai qu'il y a de ça, il prend énormément de shoot à Houston, avec des pourcentages qui sont vraiment peu glorieux, en balançant énormément aussi de bombes à 3 points. Mais en vrai, malgré tout ça, quel talent il a pour scorer des points et mettre le ballon dans le panier. À Houston, de toute façon, on lui a clairement donné les clés. Alors c'est sûr, ça fait pas gagner des matchs, mais ça permet vraiment à Green de se développer, et j'ai l'impression qu'il progresse à vue d'œil. Son expérience en G-League l'an dernier avec la Innate Team, je pense qu'elle l'aide beaucoup, il sait déjà à quoi ça ressemble le jeu des pros, et même s'il commet encore énormément de déchets, ça se voit qu'il a cette expérience. Avec son explosivité et son scoring, il peut mettre beaucoup de défense en danger sur pas mal de possessions, et c'est déjà très fort. Le potentiel pour devenir une bonne grosse star, je pense qu'il est présent, surtout qu'à chaque fois, et ça je pense que c'est tout à son honneur à Jalen Green, il scoltine le meilleur défenseur adverse. C'est normal, c'est la menace numéro 1 à Houston. Donc c'est fort d'arriver quand même à marquer des points dans ces conditions-là quand t'es rookie. Maintenant c'est sûr, il galère dans tout plein de domaines, quand je parle de ça, je pense à la régularité, à l'adresse et surtout à la défense. Il y a encore, je le répète, énormément de déchets, et c'est pour ça que je peux pas le mettre au tier 1, mais bravo quand même à lui, parce que à Houston, il arrive à endosser les responsabilités dans une équipe qui jusque-là n'a aucun fond de jeu, et être quand même capable dans ce contexte de faire des perfs à 30 points, pour moi, c'est un tier 2 minimum, et ça m'étonnerait pas qu'avec autant de responsabilités, il arrive à progresser assez rapidement, et qu'on le voit évoluer au fil du temps dans ses échelons. 2 hours later. Pour Jalen Green, encore une fois, nous sommes sur la même longueur d'onde, parce que vous êtes 67% à le voir tier 2, 27% par contre à adorer apparemment son côté scoreur et ses grosses qualités qu'il a pour mettre le ballon dans le panier, donc 27% à le mettre au tier 1, je trouve que c'est un peu généreux dans la mesure où jusque là il fait que ça et qu'il croque un peu trop, et d'ailleurs 7% le voit au tier 3 parce que a priori justement ce côté croqueur déplaît. En tout cas globalement 67% au tier 2, ça me paraît assez cohérent et mérité.
Allez, le suivant, c'est Nashon Island, que vous connaissez peut-être mieux sous le surnom de Bones Island, qui joue aux Nuggets. Jusque-là, il a joué 14 matchs pour un temps de jeu moyen de 15 minutes et 7 points de moyenne. Après, bon, il prend 2 rebonds, 2 passes, c'est un peu moins de 2 passes d'ailleurs, c'est assez anecdotique, et des pourcentages très moyens, voire assez faibles. 36% au global, 32% à 3 points, ça c'est correct, et par contre 93% au lancer franc, ça c'est quand même sacrément bon. Avec tous les joueurs qui ont été blessés à Denver depuis le début de la saison, cet arrière, au physique squelettique, c'est pour ça qu'il est surnommé Bones, je le rappelle, arrive de plus en plus à prendre ses responsabilités, il joue de plus en plus, il arrive de plus en plus à en tirer profit, et voilà, il est essentiellement considéré comme un shooter, mais mine de rien, il a d'autres cordes à son arc. C'est aussi un meneur ou un arrière qui est rapide, qui est dur à rattraper, et surtout, quand il est chaud, comme c'était le cas face aux Blazers l'autre jour, avec ses 18 points, il fait preuve d'une confiance qui peut paraître sans limite. Et ça, je trouve que c'est cool. En plus de ça, c'est un mec qui est sympathique, qui est très expressif, qui arrive à motiver ses coéquipiers, et ça, mine de rien, j'apprécie. J'aime bien ce genre de comportement, ce genre de joueur étincelle, qui peut littéralement prendre feu à 3 points. Maintenant, malgré tout ça, et malgré toute cette affection que j'ai pour ce genre de joueur, tout reste un petit peu compliqué. La constance est loin d'être présente, et là en plus de ça il a connu une blessure à la cheville qui l'éloigne des terrains depuis quelques matchs, le pauvre. Donc en plus de ça, quand son shoot ne rentre pas, il apporte pas grand chose d'autre jusque là, même si je m'en fais pas, ça viendra son tir, mais ça c'est le problème, il est pas constant. Ce qu'on attend de lui, c'est qu'il mette des shoots de loin avec régularité, et pour l'instant c'est pas forcément le cas. Donc maintenant, je m'en fais pas, tout ça viendra, ces 93% en laisse franc dont je parlais tout à l'heure montrent qu'il a le shoot dans le sang un petit peu. Alors en attendant qu'il mette ses shoots de façon plus régulière, je le mets au tir je le trouve trop unidimensionnel jusque là et pas assez constant pour viser plus haut, mais le jour où il commence à mettre ses shoots tous les soirs, je pense qu'il pourra aller plus haut. Le suivant sur la liste, c'est Herb Jones des Pelicans, qui a joué 19 matchs jusque-là, qui a un temps de jeu de 26 minutes, donc beaucoup de temps de jeu pour Herb Jones, et qui tourne à 6 points, 3 rebonds et 1,7 passes décisives, pour des pourcentages de 47% au global, 31% à 3 points, 75% au lancer. Il fait aussi 1,5 interceptions, mais pour moi, de toute façon, tout ça reste anecdotique, parce que l'impact de Herb Jones se voit bien en dehors et bien au-delà des statistiques. Encore une fois, là on parle d'un second tour de draft, et encore une fois, c'est une petite surprise du chef, grâce à son énorme impact défensif. C'est un pivot qui apporte dans un secteur qui fait redoutablement défaut aux Pels, et c'est pour ça qu'il a du temps de jeu. Il est un spécialiste en défense, et voilà, et Willie Green l'aime beaucoup, et ça explique pourquoi il lui donne autant de minutes. Il a même obtenu 10 titularisations depuis le début de la saison, plutôt au poste 4, et pendant l'absence de Brandon Ingram, il le remplaçait. Et du coup, de toute façon, qu'il soit titulaire ou en sortie de banc, ce qu'il apporte, et l'impact qu'il donne, est impressionnant, et il a pu faire de bonnes perfs, même en étant remplaçant, comme ses 17 points et 6 rebonds à 3 sur 4 de loin face aux Grizzlies, parce qu'en plus de ça, il met quelques shoots de loin, c'est fort. Maintenant, aussi dur et robuste soit-il, et même s'il a mis quelques shoots à 3 points et qu'il a pu faire cette bonne perf offensive, son jeu offensif mérite d'être développé, parce que pour le moment, il est aussi brut, allez j'allais dire mauvais, mais je serais très sévère, mais son jeu offensif mérite autant d'être travaillé que son jeu défensif est performant, quoi. Donc pour l'instant, ouais, je le trouve très raw de ce côté-là du terrain, et jusque-là, à part défensivement, son apport reste minime. Mine de rien, cette défense, j'ai envie de la mettre en valeur, et ça lui permet d'accéder au tier 3. Mais un petit peu comme Dosunmu, que j'ai mis au tier 3 malgré son énorme impact défensif, je trouve qu'il manque trop de qualité en attaque pour viser plus haut jusque-là. 3 hours later. Alors pour Herb Jones, vous êtes plutôt d'accord avec moi, mais seulement, si je peux dire seulement, à 53%. Donc 53% qui le voient au tier 3. Vous êtes plutôt... Enfin, il y a 7% qui le voient un peu plus haut au tier 2, là je trouve que c'est quand même exagéré, et 40% qui le voient un peu plus bas au tier 4. Pour la plupart qui l'ont mis plus bas, vous êtes d'accord avec le fait qu'il défend très bien, mais qu'il y a encore beaucoup trop de travail. Maintenant, je sais pas, c'est marrant aussi, et je pense que l'affection qu'on a pour les joueurs joue là-dedans. Parce que Ayo Dosunmu, vous étiez plusieurs à me dire qu'il méritait plus haut que le tier 3, même si justement en attaque il y a beaucoup de travail. Et là, vous êtes plusieurs à me dire que Herb Jones mérite plus bas, alors que c'est un petit peu, même si c'est des postes différents, je trouve la même situation. Mais peu importe, en tout cas, globalement, ça reste dur tier 3, et c'est ce qu'on retiendra pour ce qui est de Herb Jones. Le prochain qu'on évoque, c'est Corey Kispert des Washington Wizards, qui jusque-là a joué 18 matchs pour 13 minutes de temps de jeu moyen et des stats de 4 points, 2 rebonds, 40% au tir au global, 21,6% aux 3 points, et ça c'est quand même pas fou. L'ancien de Gonzaga, que j'ai vraiment kiffé l'an dernier, en tant que spécialiste du catch and shoot chez les Zags, s'il a été drafté en pick numéro 15, en pick numéro 15, c'est rien que pour ça, c'est rien que pour son adresse au shoot, sauf que là, on est obligé de le voir et obligé de le remarquer, son début de saison est difficile. Il a un petit peu un rôle à la Bertans,
Evans hein, aux Wizards est un mec qui vit et qui meurt derrière la ligne d'à 3 points, et quand ça ne rentre pas, c'est forcément compliqué pour ce type de joueur, et le souci est bien là, c'est que l'adresse de Kispert, pour l'instant, de loin, elle est très mauvaise depuis le début de la saison. Quand il a eu un peu plus de temps de jeu en plus, avec la blessure de Bertans, pendant les 7 matchs où il a eu davantage de minutes, il a tiré à seulement 18% de loin, ça pique, hein, et c'est assez catastrophique. Donc voilà, même après 4 ans de fac, c'est flagrant, il lui faut encore du temps pour s'adapter au rythme de la NBA. C'est un joueur intelligent, c'est un joueur qui sait les prendre normalement ses shoots, mais là pour l'instant je sais pas s'il a du mal à s'adapter à la distance ou aux défenses, ça rentre pas. En tout cas big up à sa performance contre le Heat qui avait 13 points, il devra gagner en confiance et en réussite hein, pour grimper dans les échelons, et ce qui me rassure de toute façon c'est qu'il baisse pas les bras, il continue à bouger, à prendre les écrans, à se démarquer, à tenter sa chance et à jouer off the ball, mais pour moi jusque là une seule perf correcte qui peut être considérée comme bonne, ça suffit pas, c'est donc du tier 5 pour Corey Kispert, l'ancien des Zags. 2 hours later. Donc ça divise un petit peu concernant Corey Kispert, 54% comme moi à le voir au tier 5, mais 46% à le voir un peu plus haut au tier 4, à dire que c'est un bon joueur, hein, même s'il met pas dedans, même pour l'instant moi je vois pas trop ce qu'il apporte du coup, vu qu'il met pas ses shoots, n'empêche que c'est vrai que c'est un joueur intelligent, qui sait jouer sans le ballon, qui sait se démarquer, et tout ça, ça permet d'être optimiste pour la suite, et ça permet de penser qu'un jour il les mettra ses shoots. Mais voilà, perso, moi jusque là c'est du tier 5 tant qu'il les met pas, et le jour où il mettra ses tirs, clairement hein, il visera plus haut. Le suivant, c'est Jonathan Kuminga des Warriors, qui jusque-là a joué 12 matchs pour un petit temps de jeu de 8 minutes, et des stats de 3 points, 2 rebonds, 38% au tir, 7% à 3 points, ça c'est un peu catastrophique, 61% au lancer franc. Donc voilà, place au monstre physique des Warriors, et pas facile pour un rookie de faire sa place dans l'équipe qui possède le meilleur bilan de la ligue, et en effet, Kerr ne l'utilise que 8 minutes par match, c'est très peu. Et pourtant, malgré une adresse très suspecte et un shoot complètement cassé à 3 points, je trouve qu'il a montré des moments de brillance qui prouvent à quel point il peut devenir bon. Forcément, à 19 ans, il est encore très brut, hein, et ça fait partie de son profil que j'avais décrit dans un Airball Project l'année dernière, et malgré une expérience intéressante en G-League l'an dernier avec la United Team, il a encore tout plein de choses à assimiler. Mais quand même, j'aime beaucoup ce qu'il montre, ça se voit, il est focus, il se bat, il donne tout ce qu'il a, et il cherche à bien faire quand il rentre sur le parquet, et tout ça c'est intéressant. Le talent et les outils physiques ou athlétiques sont là, ça c'est indéniable, faut qu'il bosse aussi son handle, hein, par contre, je pense qu'il en a besoin pour mieux créer pour lui, et ce sera essentiel dans son développement. Pour moi, ce qui manque quand même, à part ce handle, c'est surtout l'expérience du jeu et la science du jeu, quoi. Donc pour ça, de temps en temps, il refait quelques passages en G-League et ça se passe plutôt bien pour lui. Plus ça va et plus son temps de jeu monte avec Steve Kerr, donc ça montre que Steve Kerr lui fait confiance. Et en fait, ce que j'apprécie, c'est que ses passages sur le terrain à Kuminga sont plutôt remarqués, et en défense surtout il tient la cadence, et ça c'est sacrément important dans une équipe comme Golden State. J'aime aussi comment il peut tout péter en transition et comment son physique lui permet de prendre des rebonds. Donc malgré des stats pas ouf et un temps de jeu minime, je le vois un peu plus haut que tous ceux que j'ai vus au tier 5, notamment justement par cette dimension athlétique et ce qu'il apporte en défense dans une équipe qui win. Donc pour moi, Kuminga c'est du tir fort dans ce classement et dans ces échelons pour les rookies. Later. Ok, concernant Kuminga, vous êtes 50% à le voir au tier 4, et après, c'est assez partagé, parce que vous êtes quand même 33% à le mettre au tier 3, 11% à le mettre plus bas au tier 5, et 6% carrément au tier 2. Moi j'avoue qu'il y a des choses que je capte pas, hein, parce que à la limite, ceux qui le mettent au tier 5, je peux comprendre, même si je vous trouve sévère. Par contre, ceux qui le mettent au tier 3 ou au tier 2, je vous trouve particulièrement généreux. Bien sûr que ce qu'il a montré sur le terrain, c'était plutôt positif. Il est volontaire dans l'attitude, il fait tout plein de choses. N'empêche que, il joue que 8 minutes par match. Et pour moi, le mettre au même niveau qu'un Dosunmu, un Highland ou un Herb Jones qui jouent tous, je suis pas forcément d'accord quand Kuminga joue quasiment que le garbage time. Bien sûr, c'est la situation des Warriors qui fait ça, et le fait qu'il soit dans une équipe compétitive. Mais dire qu'il a prouvé suffisamment depuis le début de la saison pour mériter un tier 3, ça, je ne vous rejoins pas forcément. La suite avec Treman de OKC qui a joué 11 matchs pour 11 minutes de temps de jeu moyen, qui tourne à un peu plus de 5 points par match, et c'est à peu près tout, hein, le reste est plutôt anecdotique. Donc plutôt on disait que Josh Giddey avait fait sortir Théo Malédon du 5 de départ, et le souci c'est que derrière on a un Treman qui a carrément fait sortir Malédon de la rotation à OKC. Bon après Treman lui aussi joue de moins en moins, et les deux arrières squattent bien souvent le fond du banc et enchaînent les DNP ces derniers temps. Mais c'est quand même à cause du niveau qu'a montré Treman que Malédon a fini par ne plus avoir de temps de jeu du tout. N'empêche que, si on reparle de Treman, Denio n'a pas du tout à hésiter à lui donner sa chance après sa très belle perf à 30 points en G-League. Donc il a pu avoir quelques minutes, il a pu montrer qu'il était un meneur explosif, qui peut vraiment créer la séparation et créer son tir face à son défenseur. Cette séparation-là et ses qualités qu'il montre face à son vis-à-vis, ça lui sert soit à shooter de loin, soit à driver, donc ça lui permet d'avoir plusieurs solutions pour aller au cercle et pour mettre des points, et je trouve que c'est plutôt bien, d'autant plus que son handle est très bon. Donc clairement il a des qualités lui aussi, mais comme beaucoup de joueurs qu'on évoque aujourd'hui, et c'est normal vu qu'on parle des rookies et que certains vont mettre du temps à exploser
exploser, il devra les polir. Ses choix offensifs ne sont pas toujours très justes, certaines de ses décisions sont pas toujours très compréhensibles, et des fois, face à une grosse pression défensive, j'ai trouvé qu'il pouvait faire n'importe quoi et un petit peu paniquer. Mais bon, ça reste quand même un joueur qui est skillé, qui est plutôt adroit, qui en défense, grâce à ses grands bras et son 1m96, fait au moins le minimum, donc tier 5 ça me paraissait trop sévère, même si j'ai hésité, c'est plutôt du tier fort concernant Treman à mes yeux. 20 minutes later. Ok pour Treman, encore une fois c'est assez partagé, et bon je comprends très bien, vu que j'hésitais entre le tier 4 et le tier 5, c'est ce qui se ressent dans les votes, vu que vous êtes 56% à le voir comme moi au tier 4, mais 44% au tier 5, donc il n'y a pas besoin d'en dire plus, c'est un joueur qui a des qualités et des défauts, et qui pour l'instant n'a pas montré assez pour viser plus haut quoi qu'il arrive. Le suivant, c'est Davion Mitchell des Kings, qui jusque-là a joué 20 matchs, joue 25 minutes de moyenne, pour des stats de 9 points, un peu moins de 3 rebonds, un peu plus de 3 passes, des pourcentages vraiment pas top, 37% au global, 27% à 3 points et 60% au lancer franc, mais encore une fois, il fait partie de ces joueurs pour lesquels il faut voir au-delà des stats. Donc après Jared Butler, dont on a parlé tout à l'heure, voici un autre champion universitaire, qui lui a été drafté par les Kings, pour une raison bien particulière, c'est sa défense incroyable. Mitchell, c'est une petite boule de muscle, qui adore se lancer des défis et qui kiffe littéralement éteindre son vis-à-vis. Et son intensité, dès qu'il rentre sur le parquet, fait vraiment plaisir à voir. Surtout chez ces Kings, en fait, qui sont parfois désespérants en termes d'engagement. Quand Davion Mitchell est sur le terrain, ça se remarque. Les meneurs adverses galèrent et c'est cool. Donc c'est tout le collectif qui déjoue quand leur rampe de lancement est bloquée par Davion Mitchell. De toute façon, il sert à ça, c'est son rôle. Maintenant, si on regarde un peu de l'autre côté du terrain, en attaque, pour mettre des tirs, c'est pas toujours simple. Il a pas de bon pourcentage, il est définitivement pas un bon shooter encore, même lorsqu'il est démarqué en catch and shoot, et sa mécanique me pose un peu question. Ceci dit, c'est pas pour ça qu'il est inutile offensivement, il a une bonne vision de jeu, il implique ses coéquipiers, il sait se comporter en playmaker, et tout ça c'est intéressant. Puis, à sa décharge, ça devait pas être simple aussi de trouver une place en attaque dans les systèmes de Luke Walton. Bon, vous allez dire que je m'acharne, donc j'en fais pas plus, même si je suis pas sûr qu'il avait beaucoup de systèmes. Malheureusement, tout ça ne semble pas beaucoup mieux jusque-là avec Alvin Gentry, même s'il y a un petit sursaut là depuis 2-3 matchs qui permet d'être optimiste, c'est un bien grand mot, mais de voir les choses de façon un peu moins noire. N'empêche que voilà, quoi qu'il en soit, avec ses épaules, même s'il met pas ses shoots de loin, il arrive à peu près à driver, à balancer quelques flotteurs, de faire des cuts dans les bons timings, et c'est quelqu'un qui est utile en plus de son playmaking pour mettre ses 8-9 points par match. 3-4 fois cette saison, il a atteint les 16 points, il a même fait une pointe à 22 dans mon souvenir, comme quoi... On le voit, un arrière peut briller sans avoir un bon shoot, et ça c'est plutôt bien. Donc pour sa capacité à être un excellent défenseur, et presque un bon two-way player, on pourrait dire, vu que c'est un playmaker, il pèse en attaque, dans une équipe qui est à la dérive, c'est trop juste pour viser le tier 1, mais ça mérite bien un tier 2, même si en termes de points marqués, ce sera sûrement un des moins bons scoreurs de ce tier 2. 6 hours later. Allez, c'est le deuxième désaccord d'aujourd'hui, Davion Mitchell. Là, vous êtes 53% à le voir plus bas que moi au tier 3 et quand même 47% à le voir comme moi au tier 2. De ce que je lis, par contre, ça montre que vous n'avez toujours pas compris le but de ce live. Tous ceux qui le mettent plus bas au tier 3, c'est notamment pour des raisons de potentiel. Sauf qu'on n'est pas là pour juger le potentiel et ce qu'on attend d'eux. Sinon, il y en aurait pas mal qu'on aurait bougé. Et Jalen Green, j'aurais probablement mis au tier 1 au vu de son potentiel. Et Kuminga, j'aurais probablement mis au-dessus du tier 4. Mais malheureusement, pour moi, ça c'est pas un argument parce qu'on ne juge pas de ça aujourd'hui. On juge la production et ce qui a été fait depuis le début de la saison. Après, par contre, pour finir sur le potentiel, c'est vrai que je pense qu'il va vite atteindre son plafond et qu'il est déjà bien avancé dans son potentiel. Mais peu importe, c'est pas le sujet du jour. Et si on compare un petit peu pour moi les joueurs qui est au tier 2 et au tier 3, il est bien au-dessus des 3 qu'on a mis au tier 3 jusque-là. Et voilà, donc même s'il marque beaucoup moins de points que les autres au tier 2, je trouve qu'il apporte d'autres choses. Et je suis désolé, même si vous n'êtes pas d'accord avec ça, pour moi, sa place est là. La suite avec Evan Mobley des Cavaliers qui jusque-là a joué 16 matchs, qui tourne à 34 minutes, qui passe en moyenne 34 minutes sur le terrain, et qui a des moyennes de 14 points et demi, 8 rebonds, 2,5 passes, des pourcentages de 49% au global, 33% à 3 points, 76% au lancer franc, 1,8 contre aussi, c'est lourd, quasiment une interception par match, et moins de 2 pertes de balles, et c'est franchement pas mal pour un joueur qui joue autant. Donc ouais, quel dommage qu'il se soit blessé au coude dernièrement lui, parce que quel début de saison il nous a fait là chez les Cavs. Heureusement là, il vient de revenir, et il a manqué que 4 matchs, alors qu'on attendait qu'il manque beaucoup plus, ça m'avait fait peur, sa blessure au coude, et finalement il s'est très bien remis, et tant mieux. En fait, ce qui me plaît chez lui, c'est qu'il arrive vraiment à briller, alors que dans le 5, il est utilisé avec 2 autres intérieurs, avec Jarrett Allen et Lauri Markkanen. J'avais vu en début de saison, ça c'est quelque chose qui vous posait beaucoup de questions, comment les Cavs vont jouer avec 3 intérieurs, et finalement, Evan Mobley en tout cas s'en sort très bien, et même Cleveland généralement s'en sort très bien, et si ça fonctionne, c'est parce que je pense que ces 3 ont tous un profil différent, et Mobley, de toute façon, avec sa polyvalence qui est assez incroyable, il peut s'afficher en parfait complément, et t'as l'impression qu'il peut jouer un petit peu à tous les postes. Déjà en attaque, ce qui me plaît, c'est qu'il est capable de marquer de toutes les façons.
Il peut marquer en drive, il peut marquer en post-up, il peut shooter à mi-distance, il peut shooter à 3 points, il se débrouille au moins de toute façon, il peut créer son tir, il peut aussi briller off the ball, tout ça c'est fort, il fait des bons appels, il a de bons démarquages, franchement je trouve ça très lourd. Son match à 26 points dans la win face aux Knicks, c'est déjà une référence. Mais en plus il brille au rebond aussi, et avec déjà 4 double-doubles cette saison, et tout plein de fois où il devait être à 8 ou 9 rebonds, il était à la limite. Donc voilà, mais pour être complet, il faut aussi évoluer, et il faut aussi évoquer sa défense. Quel crack c'est dans le domaine, surtout que plus ça va, plus c'est violent. Sur les 4 derniers matchs qu'il a joué, je crois qu'il tourne à plus de 3 contre par match, faudrait refaire le calcul, mais il a fait au moins 2 perfs à 4 contre et tout plein d'autres perfs qui sont assez importantes. De toute façon, ce rookie, c'est un mec qui est tellement mobile, tellement explosif, qu'il faut se lever tôt pour lui scorer sur la tronche. Ses bras sont tentaculaires, ils sont toujours actifs, ses déplacements latéraux sont excellents. En fait, il a déjà tout ce qu'il faut pour devenir un défenseur d'élite. Il est capable de switcher sur tous les postes. Vraiment, là, je suis dithyrambique concernant Evan Mobley, mais c'est qui m'impressionne. Si la défense de Cleveland performe autant cette saison, il faut lui donner beaucoup de crédit. À ce jour, Evan Mobley, c'est probablement le favori pour être élu Rookie of the Year. Donc, avec Scottie Barnes, pardon. À mon avis, ils sont à peu près à égalité, ils sont à peu près tous les deux dans la course. Voilà, sans surprise, je le mets au même étage que Scottie Barnes, avec un Cade Cunningham qui, je le redis, est un petit peu en dessous des deux, et que je confirme à mon tier 1, mais pour moi, les deux favoris pour le trophée de Rookie de l'année, ils sont là, c'est Evan Mobley et Scottie Barnes. Several bad puns later. Ok, Evan Mobley fait l'unanimité, c'est tellement rare que ça arrive, et pourtant c'est arrivé quelques fois lors des derniers lives. En tout cas, bah voilà, vous êtes 100% à dire que Evan Mobley mérite le tier 1, ça montre à quel point vous le trouvez bon, hein. De toute façon vous avez tout récapitulé dans le chat, trop d'aisance, trop de skills, trop long, trop bon défenseur, c'est exactement ça. Pourquoi aller plus loin? Evan Mobley mérite le tier 1, fin de l'histoire. Allez, la suite avec Moses Moody, des Warriors, qui jusque-là a joué 14 matchs pour une moyenne de 6 minutes par match. Ces stats sont assez anecdotiques, hein, il tourne à moins de 2 points, des pourcentages bof, hein, 40% au global, 13% seulement à 3 points, et 50% au lancer franc. Donc voici l'autre premier tour des Warriors, après Kuminga, même si son profil c'est pas du tout le même, il souffre un petit peu des mêmes difficultés à obtenir des minutes dans une équipe qui gagne autant. Il a été choisi à la draft pour ses qualités athlétiques notamment, mais surtout son shoot, et pour l'instant, au bout d'un mois, il est à la peine un peu sur son tir. Comme beaucoup, hein, encore une fois, on sent qu'il manque d'expérience et de connaissance des systèmes, surtout que le système de Kerr est assez particulier, et je pense qu'il faut du temps un petit peu pour s'y faire, parlez-en à Kelly Oubre, et beaucoup de choses se basent sur le collectif, on ne s'y intègre pas en un claquement de doigts, quoi. Maintenant, ce qui va pas avec Moody, bah, comme c'est le cas d'autres dont on a parlé, notamment Corey Kispert, c'est que c'est censé être un shooter, mais il met pas ses shoots. Plus de la moitié de ses tentatives sont prises à longue distance, et depuis de la saison, il est à 2 sur 15 à 3 points, c'est très faible. Il a beau essayer de compenser en défense, et il s'en sort pas mal, mais ça suffit pas. Pour le moment, c'est surtout Angelique qui devra faire ses preuves. Là-bas, il a fait un match à 17 points, c'est plutôt pas mal, mais pour l'instant, ce qu'il a montré, même s'il a du potentiel, hein, j'en suis à peu près sûr, mais pour l'instant, ce qu'il a montré, ça me fait pas le mettre plus haut qu'un tier 5 jusque-là. 6 hours later. En tout cas, on a une nouvelle unanimité hein, concernant Moses Moody. Pour lui, en même temps, c'est difficile de voir les choses autrement. Pas assez de temps de jeu pour viser mieux qu'un tier 5. Vous êtes 100% à penser qu'il mérite ce tier 5. Pas grand chose à dire de plus. Pour l'instant, il n'a pas eu l'occasion de montrer assez pour viser plus haut, d'autant plus qu'il n'a pas mis ses tirs. Le suivant, c'est Trey Murphy III des Pelicans, qui jusque-là a joué 21 matchs pour des moyennes de 15 minutes, 5 points, 2 rebonds et demi, et des pourcentages, alors au global 35% c'est pas ouf, mais 38% à 3 points c'est plutôt bien, et 90% au lancer franc, c'est excellent. Donc après Herb Jones, voici un autre joueur des Pels qui lui est un gros spécialiste, hein, vous l'avez compris quand j'ai évoqué ses stats, du shoot longue distance. Anola, de toute façon, c'est avant tout pour ça qu'il obtient du temps de jeu, et il s'en sort plutôt pas mal, ses pourcentages de loin sont très corrects, surtout quand on sait qu'en attaque, il ne vit que derrière la ligne à 3 points, ou quasiment que derrière la ligne à 3 points. Ce qui me plaît en vrai, avec Trey Murphy III, comme on dit, c'est sa sélection de shoot. Il prend des bons tirs, il connaît ses forces, il connaît ses spots préférentiels, il arrive à y accéder, et franchement, pour un rookie, même un late bloomer comme lui, je trouve que c'est déjà une très bonne chose. J'ai lu dans une interview qu'il prêtait beaucoup d'attention aux statistiques analytiques pour peaufiner son jeu, et même si ça fait pas tout les statistiques analytiques, c'est toujours un indicateur qui peut être intéressant, et ça se voit qu'il y fait gaffe. Et plus ça va, plus il fait attention à ça, et plus il devient efficace. Tout ça, ça me plaît. Pour l'instant, je pense qu'il lui manque un match référence pour viser haut, mais c'est pas grave, je le trouve quand même constant. C'est un mec qui fait peu d'erreurs, qui apporte ce qu'il sait faire, qui apporte également d'autres petites choses, hein, que ce soit en défense ou au rebond. Donc c'est pas mal, mais c'est surtout quand même un shooter. Maintenant, tout ce qu'il fait, on va pas non plus trop s'enflammer. C'est très loin d'être élite, mais quand même, selon moi, ça fait le taf, et ça mérite un échelon numéro 3, un tier 3 pour Trey Murphy. Trey Murphy III, échelon 3, tout va très bien. Later that same evening.
Pour Trey Murphy, vous êtes partagé entre le tier 3 et le tier 4. 55% à être d'accord avec moi à le mettre à l'échelon numéro 3. 45% le trouve trop unidimensionnel pour viser plus haut. Donc pour vous, c'est le tier 4. Tout ça, ça reste à peu près cohérent, je pense, concernant ce rookie des Pels. La suite avec Austin Reeves des Lakers qui a joué 10 matchs en tout début de saison pour une moyenne de 21 minutes sur le terrain et qui a tourné à un tout petit peu plus de 6 points, 2 rebonds, une passe avec des très bons pourcentages, 48% au global, 32% à 3 points, ça c'est pas excellent mais ça reste quand même très correct, et 100% au lancer franc. Bon, il en a pas tiré des masses mais il en a pas raté un seul. Et lui, c'est la surprise du chef, j'allais dire encore une surprise du chef, mais c'est peut-être la surprise du chef. Le gars, il y a encore quelques mois, il était inconnu au bataillon, ou presque, il n'a pas été drafté, il est déjà âgé de 23 ans, et il a réussi à faire sa place au training camp des Lakers, en bossant dur, en ne lâchant rien, et c'est tout à son honneur. Ce côté hustler, ça rappelle un peu un Alex Caruso, je l'ai lu à pas mal d'endroits, et c'est vrai qu'il y a de ça, et puis c'est plutôt positif comme comparaison. Après, c'est pas tout à fait non plus le même genre de joueur, Caruso était plus un spécialiste de la défense, quand Reeves, lui, de ce côté-là du terrain, il est peut-être un peu trop frêle pour performer. Par contre, il compense avec un tir extérieur qui est meilleur que celui de Caruso. Et là où les deux sont comparables, je pense pour de vrai, encore une fois, c'est dans cette faculté à apporter quelque chose en jouant des minutes efficaces autour de joueurs stars, notamment grâce à une vraie science du jeu, à une vraie compréhension des systèmes et un vrai QI basket. En fait, c'est ce qu'on appelle des role players, quoi, dans des équipes qui ont des objectifs. Maintenant, c'est dommage qu'il ait manqué une dizaine de matchs à cause d'une blessure, et son retour contre Détroit dimanche soir a été un petit peu compliqué. Il a perdu 2 balles et fait une faute en seulement 5 minutes. Donc c'était pas ouf, il a pas retrouvé le niveau qu'il avait en début de saison. Donc j'espère qu'il retrouvera vite son rôle, parce qu'après une blessure, on sait que c'est compliqué, surtout s'il a moins de temps de jeu dans la rotation de Frank Vogel. Donc voilà, moi je pense qu'il pourrait descendre dans le futur à cause de ça. Mais bon, pour l'instant, il a fait qu'un match depuis son retour de blessure, et ce qu'il a montré en début de saison était quand même bon, notamment au tir extérieur. Donc jusque là, je le mets au tier 3, en me disant que c'est peut-être la dernière fois que je le mets si haut, notre cher Austin Reeves. Mais pour l'instant, qui profite, son début de saison mérite cet échelon à mon sens. 2 hours later. Austin Reeves, vous êtes 69% à me rejoindre sur le tier 3, et tous les autres ensuite le voient plus bas, et tout ça je peux l'entendre, parce que même si, je le répète, on n'est pas là pour juger de ça, son futur avec les retours des blessés des Lakers qui vont arriver ne permet pas d'être très enthousiaste. On pense qu'il va beaucoup perdre des minutes, c'est pour ça que vous êtes 23% à le mettre au tier 4 et 8% au tier 5. Je vous trouve un petit peu sévère au vu de son gros début de saison, mais je peux quand même entendre certaines choses, parce qu'en plus de ça, c'est vrai que ça fait un moment qu'on l'a pas vu jouer longtemps au basket à cause de sa blessure. Le suivant, c'est Jeremiah Robinson Earl de OKC, qui jusque-là a joué 12 matchs pour un temps de jeu moyen d'un peu plus de 21 minutes, qui tourne à 7,3 points et 5,5 rebonds, même s'il fait très peu de passes, moins d'une par match, 45% au tir, 41% à 3 points, tout ça c'est fort, 0,4 contre et 0,6 interceptions. Lui, c'est un gars que j'ai eu vraiment du mal à évaluer. Donc déjà, si je fais le bilan, c'est un petit peu le rookie traditionnel de chaque saison en provenance de Villanova, et si j'aime particulièrement cette fac, c'est que tous les ans, elle nous sort des joueurs qui à la base ne sont pas les plus talentueux, mais sont des mecs hyper intelligents, qui savent comment fonctionne un collectif, et arrivent à se comporter en véritable professionnel. Et je trouve que Robinson Earl ne fait pas du tout exception à cette tradition. Vu que l'équipe manque de pivot dominant pour l'instant, du côté d'Oklahoma, il est principalement utilisé au poste 5 par Mark Daigneault, et tout ça même si à la base il est plutôt un ailier fort, mais peu importe, il s'en sort. La plupart du temps, il partage son temps de jeu avec Derek Favors, et de plus en plus, il est utilisé en tant que starter devant le vétéran. Tout ça, c'est bon signe. Robinson Earl, de toute façon, il a un profil différent à celui de Favors. Lui, il joue plutôt le rôle de stretch 5, il le joue bien, il hésitera jamais à prendre sa chance de loin, avec des pourcentages à 3 points à plus de 40%, on l'a dit, c'est excellent. En parallèle, avec ses 2m06, il est un joueur physique, qui pourra prendre quelques rebonds, mais aussi défendre dans la peinture, même si définitivement, il n'est pas un protecteur de cercle, pour ça, il manque de qualité athlétique, mais voilà, avec son intelligence, la raquette, il arrive à faire le taf dedans, au moins au sol. Donc voilà, franchement, même s'il a de vraies limites, j'aime beaucoup ce qu'il montre, et j'ai vraiment hésité entre le tier 2 et le tier 3, mais je me suis dit que voilà, le tier 2 c'était vraiment très généreux, quand je vois tous ceux qui sont classés là, il faudrait presque un tier 2,5 pour lui, mais clairement, quand je vois les joueurs qui sont là, il est plus proche du 3e étage. Donc voilà pourquoi je le mets au tier 3, mais je pense qu'il fait partie du haut du panier de ce tier 3, le Jeremiah Robinson Earl. 1 minute 37 seconds later. Donc voilà, Jeremiah Robinson Earl avec ses stats supérieurs à 7 points et 5 rebonds. Vous me rejoignez, c'est du tier 3 à 75%. 13% le voit au-dessus, au tier 2, vraiment peu de monde finalement. Et 13% le voit aussi au tier 4, vraiment peu de monde finalement. Donc même si on n'est pas sur l'unanimité, c'est une grande majorité qui le voit au tier 3. Donc finalement, je me dis que je l'ai pas trop mal classé, même si j'ai beaucoup hésité le concernant.
Le joueur suivant, c'est le Turc des Rockets, Alperen Sengun, qui a joué 18 matchs pour un temps de jeu moyen à peine supérieur à 18 minutes, mais qui les utilise bien ces 18 minutes parce qu'il tourne quasiment à 9 points et 5 rebonds, tout ça avec 2,5 passes, tout ça c'est fort, 49% au tir, 41% à 3 points, 66% au lancer franc, ça c'est pas ouf mais peu importe, 0,6 contre, 1,2 interceptions et 2 balles perdues. Si on regarde que les chiffres, ça ressemble un petit peu à ceux de Jeremiah Robinson-Earl. La différence, c'est quand même que Sengun joue moins et a des chiffres plus élevés. Et surtout, Sengun, dans un rôle de stretch 5 lui aussi, il shoot à plus de 40% à 3 points, je le rappelle, lui aussi, il fait davantage jouer les autres en délivrant des passes. En parallèle, alors que ça devait être un point faible, il me surprend vraiment en défense, en mettant quelques contres et en anticipant bien, en volant quelques ballons, en se plaçant sur les lignes de passe, il protège le cercle, tout ça, franchement, c'est plutôt cool. Honnêtement, j'ai l'impression qu'il fait tout ce que la NBA de 2022 demande à un big. Il a de très bonnes mains, il est physique, il respire le basket à 100 km, il peut aussi jouer en finesse, il peut courir, il peut défendre. Franchement, je trouve qu'il fait plaisir à voir sur un terrain. Il a un côté vraiment funky et spectaculaire. Alors ok, il peine encore à être hyper régulier, même s'il y a du mieux ces dernières semaines, mais dans un dispositif offensif aussi flou que celui des Rockets, est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir pour ça? Je suis pas sûr. À la base, je m'étais dit qu'un tir 2,5, ça lui irait bien. Dans l'écart, en fait, parce qu'il y a un grand écart, je trouve vraiment, entre le tier 2 et le tier 3, c'est l'écart le plus grand probablement dans ces échelons. Mais bon, je le trouve quand même au-dessus de Robinson-Earl, il est quand même sûrement plus talentueux, et les passes décisives qu'il trouve, je dois dire, elles me font kiffer. Alors Go, même si ça me paraît un petit peu généreux par rapport à certains de ce tier 2, peu importe, il est quand même de ce calibre-là au vu de ce qu'il a montré en ce début de saison. Moi, je le mets au tier 2, finalement sans trop d'hésitation, notre bon vieux Alperen Sengun. One debt to society later. Ok, donc quand je parlais de tier 2,5, on y est vraiment concernant Alperen Sengun, vu que c'est du 50-50, vous êtes 50% à le voir au tier 2, 50% à le voir au tier 3, et c'est une question de préférence, même si peut-être qu'il fait partie du bas du panier de ce tier 2, et ça je l'admets complètement, je reste assez confiant pour me dire qu'il mérite cet échelon-là. Maintenant j'entends parler, je peux comprendre que vous le voyiez plus bas, parce qu'il joue peut-être pas assez, que parfois ça a l'air d'aller un petit peu vite pour lui, mais à sa décharge, c'est très compliqué, je trouve, de trouver une place, notamment quand on est un intérieur, dans un jeu aussi précipité et désorganisé que celui des Rockets actuellement. La suite avec Jalen Suggs d'Orlando, qui jusque-là a joué 20 matchs, qui joue un peu moins de 28 minutes en moyenne, qui tourne à 12 points, plus de 3 rebonds, plus de 3 passes, 3 passes et demi, mais qui a des pourcentages compliqués, 33% au global, 25% à 3 points, 77% au lancer franc, 0,5 contre 1,2 interceptions, ça c'est bien, mais 3,3 balles perdues, ça c'est beaucoup. Et voilà, de toute façon vous l'avez compris, son adresse au tir est loin d'être bonne à Jalen Suggs, le malheureux perdant des dernières finales NCAA avec Gonzaga là en 2021, et c'est vrai que c'est embêtant ce manque d'adresse. Cependant, je trouve que j'ai pas envie d'être trop sévère avec lui, parce que je trouve qu'avec Orlando, il montre de plus en plus pourquoi le Magic l'a pris avec le choix numéro 5. Sur le terrain, il parle, il organise tout le monde et il se comporte en général. Clairement, je trouve qu'il est en train de monter en puissance, et même quand ses tirs ne rentrent pas, il arrive à trouver d'autres moyens de scorer et d'être efficace. Le mec, de toute façon, il a un volume de jeu assez impressionnant, il pèse dans tous les secteurs, il va choper pas mal de rebonds, il distribue bien, il a déjà un carrière high à 8 passes, donc tout ça c'est fort, et chaque soir, il arrive à cocher toutes les cases, ou pas loin, de toute façon, au moins partiellement, j'ai envie de dire. Puis de toute façon, son attitude du terrain, sur le terrain, malgré les nombreuses défaites d'Orlando, me plaît beaucoup. Même en défense, il est dur, il est solide, il se bat, et parce qu'il est bien le jeu aussi, donc il anticipe. Et voilà, il s'est imposé comme un véritable titulaire à Orlando pour évoluer dans le 5 à côté de Cole Anthony, en passant devant des gars comme Gary Harris ou R.J. Hampton, ça montre son talent. Maintenant, c'est bien trop juste pour viser un tier 1, là-dessus on est d'accord. Pour ça, il faudra qu'il fasse plus de matchs comme ceux qu'il a fait face aux Nets ou aux Raptors, quand il a mis 21 points. En tout cas, quand il met dedans ses shoots, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret quand il met dedans ses shoots, il s'approche d'un autre calibre de joueur encore. Mais bon, je me dis que ça viendra, ses shoots. En attendant, je le vois un petit peu comme un Cade Cunningham, mais au niveau inférieur. Donc c'est pour ça que je le mets au tier 2. Ok, il galère avec ses shoots. Ok, des fois il croque un peu trop. Ok, des fois il perd trop de ballons. Mais il pèse tellement dans les autres secteurs que j'ai envie de valoriser ça, et c'est pour ça que je mets à ce deuxième échelon. One pair of pants later. Pour Jalen Suggs, vous êtes 62% à me rejoindre au tier 2, 23% le voit plus bas au tier 3, mais 15% le voit carrément plus haut au tier 1. Là-dessus, je vous trouve un peu généreux. Tier 2, pour moi, ça me semble encore une fois assez légitime, assez cohérent, et vous me rejoignez de ce côté-là. Tant mieux pour ça, même si certains, je l'ai lu dans le chat, attendent de lui qu'il soit beaucoup plus général que ce qu'il est et que ce que je l'ai dit actuellement. Et je peux l'entendre, mais soyons tolérants avec les rookies qui peuvent pas être des Chris Paul dès leur première saison en NBA.
Le suivant, c'est Cam Thomas des Nets, qui a joué 13 matchs pour un temps de jeu moyen assez faible de 8 minutes. Et voilà pourquoi ses stats sont assez faibles, 3 points, et c'est à peu près tout. Très peu de rebonds, très peu de passes, très peu d'interceptions, très peu de contres, et des pourcentages assez catastrophiques. 32% au global, 10% à 3 points. Pourtant, c'est quand même la grosse sensation de la Summer League, Cam Thomas. C'est un scoreur né, qui est ultra gifté dans le domaine, qui peut mettre des tirs de partout, dans toutes les positions, et c'est le gars qui n'hésitera jamais à prendre sa chance. Comme diraient certains, il n'y a pas un shoot qui prend pas, Cam Thomas. C'est peut-être un peu trop pour le coup, mais c'est pas grave, parce que lors des rares minutes pendant lesquelles il rentre avec Brooklyn, c'est ce qu'on lui demande de faire de toute façon. Et le souci, c'est que pour l'instant, globalement, ça rentre pas du tout dedans. Et malgré tout son talent, il a encore du mal à être patient sur sa sélection de shoot, à lire une défense et à s'y adapter. Il shoot et il shoot encore. Ses 10% à 3 points sont la preuve de ses difficultés. Après, c'est pas facile pour lui non plus. Et à Brooklyn, vu l'effectif et ses ambitions, c'est normal que les opportunités se fassent rares. C'est un peu comme un Jonathan Kuminga dont on parlait tout à l'heure avec Golden State. Maintenant, ce que j'apprécie avec Cam Thomas, mine de rien, c'est que c'est pas ça qui va lui faire perdre confiance. Lui-même a affirmé il y a pas longtemps qu'il était un meilleur scoreur que KD au même âge. Ouais, on va dire que c'était du trash talk pour son coéquipier. Il a dit aussi qu'il le battait régulièrement au 1 contre 1. Bon, j'aimerais voir ça, pourquoi pas après. Maintenant voilà, quoi qu'il en soit, le gars est talentueux tout de même, et en l'absence de Joe Harris, il a montré qu'il était capable de supporter la pression et j'ai apprécié. L'autre jour face aux Cavs, il est rentré dans le 3e quart, il a mis 8 de ses 11 points dans la période et il a aidé les Nets à remonter et ça leur a permis de s'imposer, de remonter leur retard. 2 jours après, il a fait une autre belle perf à 13 points face aux Celtics et tout ça c'est encourageant. Il peut donner vraiment un gros boost à ses Nets, mais ça reste encore trop frais, trop nouveau. Ces 2 perfs, elles ne datent que de la semaine dernière et elles sont bien trop fraîches pour tirer des conclusions hâtives et dire que c'est déjà une star. Donc voilà, pour l'instant, je le mets au tir fort parce qu'il a quand même fait mieux que ceux qui sont au tier 5 je trouve, mais s'il arrive à se canaliser et à soigner vraiment sa sélection de shoot et à mettre dedans, à mon avis il a le potentiel pour viser plus haut dans le futur, mais jusque là c'est du tir fort pour moi. 8 hours later. Ok pour Cam Thomas, 58% comme moi à le voir au tir fort, 25% qui je trouve peut-être mise un peu trop sur son potentiel ou un peu trop sur la hype pressante et ce qu'ils attendent de lui avec la blessure de Joe Harris, parce que tier 3 pour... voilà, vous êtes 25% quand même, un quart à le voir au tier 3, et je trouve que c'est très 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 généreux quand même pour un mec qui shoot à 10% à 3 points et qui joue 8 minutes par match, donc voilà, un petit peu comme Kuminga, comme ceux qui le voyaient plus haut, alors que Kuminga a un temps de jeu assez similaire, je pense que vous jugez trop sur son potentiel, mais c'est que mon avis, et vous êtes quand même 17% à le voir au tier 5, j'imagine que vous le considérez trop comme un croqueur. Le suivant dans la liste, par ordre alphabétique, on arrive à la fin, vu qu'on en est au W, c'est Franz Wagner du Magic, qui jusque-là a joué 21 matchs pour 31 minutes de temps de jeu moyen, et qui tourne à 13 points, 4 rebonds, plus de 2 passes, plus de 4 rebonds et plus de 2 passes d'ailleurs, 42% au tir au global, 36% à 3 points, 79% au lancer franc, 0,5 contre une interception, une balle perdue. Donc voilà, un autre joueur qui me surprend et dans le bon sens. L'ancien de Michigan fait plaisir à voir, je trouve, à Orlando. Avec un Jonathan Isaac qui est toujours blessé, Wagner a obtenu bien plus de minutes que prévu au moment de sa draft et je trouve qu'il en fait très bon usage. Il est titulaire aussi, comme l'autre rookie du Magic, Jalen Suggs, et il montre qu'il peut être très utile, notamment grâce à ses 2m06, mais grâce à un très bon shoot extérieur. Donc ok, ouais, c'est sûr que récemment, là, il était un petit peu en difficulté. Il a connu quelques coups de moins bien. Il y a eu 2 matchs de suite face aux Bucks où il a été catastrophique ou pas loin, ou au moins invisible. Il a totalisé que 3 points lors de ces 2 matchs, donc ça c'était vraiment pas ouf, mais en parallèle il a aussi livré une perf à 28 points en début de saison face aux Wolves, et ça c'est plutôt ouf, et régulièrement mine de rien il atteint ou dépasse la barre des 15, tout ça c'est bien. En fait ce que j'apprécie chez Franz Wagner, c'est qu'il ne vit pas que sur son shoot de loin, contrairement à certains joueurs qu'on a abordés aujourd'hui. Bien sûr il est très bon dans le domaine, ses 36% ne mentent pas, mais quand ça ne rentre pas, il saura compenser autrement, grâce à des bonnes coupes dans le dos par exemple, toujours dans le bon timing, grâce à un jeu au post-up qui est correct, grâce à des bons mid-range, il peut même être clutch aussi, en mettant des paniers très importants, comme ce fut le cas face aux Knicks, là, récemment, et lui aussi est intelligent, ça l'aide en attaque, il peut distribuer la balle pour ses coéquipiers, et ça c'est appréciable, et également en défense, il a fait 6 interceptions en début de mois face aux Nets, et ça le prouve, ça reste pas un défenseur élite, mais il sait lire le jeu, et c'est intéressant pour un rookie. Il a très bien fait le taf, c'était face à KD qu'il a fait ses 6 interceptions, il a réussi à le mettre en difficulté, et c'est très fort, surtout vu comment Mosley l'utilise. Sur certaines phases de jeu, avec sa mobilité, on lui a même demandé d'aller défendre sur des James Harden ou des Trae Young. Bon, après, il n'a pas forcément été en réussite dans ces situations-là, mais ça montre comment Mosley lui fait confiance des 2 côtés du terrain. Alors bien sûr, j'aimerais plus de régularité offensive, mais tout ce que j'ai vu, et grâce notamment à une vraie intelligence de jeu et à de vraies qualités, de toute façon, plus globalement, ça me hype. Donc pour moi, Franz Wagner, c'est du tir-tout bien mérité. 298 frozen patties later.
Let's go pour Franz Wagner, où globalement vous êtes plutôt d'accord avec moi, avec 86% à le voir au tier 2, 7% à le voir plus haut au tier 1, 7% à le voir au tier 3. Donc voilà, ce qu'on retiendra, c'est que pour toutes les raisons que j'ai données, a priori, vous êtes plutôt ok sur l'idée de le mettre à cet échelon. Le suivant, c'est Ziaire Williams des Grizzlies, qui jusque-là a joué 17 matchs pour 19 minutes de temps de jeu moyen, 5 points, 1,5 rebonds, mais des pourcentages compliqués, 33% au global, 25% à 3 points. Lui, on le connaît, hein, c'est l'ancien coéquipier de Bronny James à Sierra Canyon, c'est un ancien des Six-Men aussi, pour ceux qui ont la ref, et il était attendu très très haut après le lycée, et il a un peu chuté, même beaucoup chuté dans les rankings, notamment en raison d'un physique trop fin, trop frêle, et beaucoup de doutes sur le fait qu'il pourrait résister à la dimension physique de la NBA. Eh bien, c'est un peu ce qu'on voit depuis le début de la saison, et bon, il a suivi un régime particulier, apparemment à base de 5000 calories par jour, même si ça me paraît énorme, pour essayer de s'épaissir, et tout ça, c'est un peu vrai, il galère un petit peu avec son physique trop fin pour s'imposer jusque-là. Bon, en même temps, c'est trop tôt pour dire qu'il va s'imposer, mais pour l'instant, son physique le handicap en NBA. Maintenant, pourtant, à Memphis, il a des opportunités. Il a tous les soirs sa petite vingtaine de minutes et montre qu'il a des qualités. C'est un mec qui est rapide et polyvalent, par exemple, mais qui galère un petit peu à s'inscrire dans le flot de l'attaque de ses Grizzlies, je trouve. Ses shoots sont souvent pris hors timing, et ça explique ses pourcentages compliqués. Son 0 sur 7 à 3 points face aux Warriors, par exemple, m'a marqué, là, quand j'ai vu ce match. Donc, j'irai pas jusqu'à dire que tous ses tirs étaient mauvais, mais quand même, j'ai trouvé qu'il a forcé et qu'il a pris des tirs dont il aurait pu se passer. Après, c'est dommage, mine de rien, parce qu'il reste un joueur qui est rapide et explosif, qui a un bon premier pas, qui lui permet de driver, mais pour le moment, il est encore trop frêle pour marquer en pénétration, et il a des difficultés à absorber le contact près du cercle. Donc, s'il met pas ses shoots à 3 points, et qu'il peut pas marquer près du cercle, parce que c'est trop physique, il lui reste pas beaucoup de solutions, à part les mid-range et les flotteurs. Et tout ça, ça lui fait du mal. Maintenant, je veux pas être trop sévère, parce qu'il a quand même des vrais skills, et une vraie compréhension du basket, mais j'ai du mal à le voir plus haut que le tir fort, même s'il joue 19 minutes par match. 3 hours later. Concernant Ziaire Williams, 56% à me rejoindre sur le tir fort, 31% à être un peu plus sévère, à le mettre au tir 5, et je peux comprendre, parce qu'il a beaucoup de choses à développer. Ça reste un vrai projet, Ziaire Williams. Par contre, 13% à le voir au tir 3, je vous trouve très généreux, mais c'est le jeu aussi, et on ne peut pas tout le temps être d'accord sur tout. Et le dernier pour aujourd'hui, en même temps, avec un nom qui commence par un Y, un nom de famille qui commence par un Y, on s'en doutait, voici Omer Yurtseven du Miami Heat, qui jusque-là a joué 11 matchs pour 3 minutes de temps de jeu et des stats que je ne vais même pas lister tellement elles sont anecdotiques. Donc ouais, à chaque fois il joue très peu, à peine 3 minutes par match comme j'ai dit, en même temps devant lui il a Adebayo et Denmon au poste de pivot, donc c'est dur. Donc c'est dommage quand même qu'on puisse pas plus le voir, parce qu'il avait montré de belles choses en Summer League, mais là l'échantillon est méga faible pour qu'on puisse le juger. Le souci en plus, c'est que quand je l'ai vu rentrer sur le parquet, face à OKC notamment, le pauvre, il est arrivé complètement hors rythme, il a enchaîné boulette sur boulette, il a perdu un ballon, c'était sur un alley-oop où il a sauté complètement hors timing, juste après il fait une faute sur un écran mobile. Ça pique tout ça quand tu rentres sur le terrain et que t'as que peu de temps de jeu. Après, il a pu compenser en défense en posant un contre, mais bon, ça m'a pas suffi. En attaque, c'était cata, il avait l'air complètement perdu. Après, il avait fait un bon premier match avec 8 points en 8 minutes en tout début de saison, mais ensuite, jamais il a pu reconfirmer ça. Et plus jamais il a dépassé la barre des 3 points d'ailleurs depuis. Donc je pense qu'il a besoin de temps de jeu pour se développer. Pour ça, à mon avis, il faut qu'il parte en G-League, c'est dommage à dire, mais je pense qu'il faut qu'il passe par là. L'année dernière, il y avait fait quelques cartons en G-League, et je pense qu'il faut qu'il continue, pour qu'il reprenne confiance, pour qu'il continue à s'adapter au jeu professionnel, parce que, voilà, jusque-là, il n'y a pas mis un match, et il faudrait. Et je pense, je le répète, je pense que c'est là-bas qu'il se développera le mieux, et en attendant, je peine à le mettre plus haut qu'un tier 5, ce cher Omer. 346 minutes later. Ok, donc globalement, et je vois mal comment on peut faire autrement, vous êtes finalement que 71% à le voir au tier 5 comme moi, alors que pour moi c'est difficile de le mettre ailleurs, avec si peu de temps de jeu, un échantillon si faible depuis le début de la saison. Mais je pense que je dois avoir des membres de la communauté turque ou bien des grands fans du hit dans l'audience de ce live, vu que vous êtes 21% à le voir au tier 1 et 7% à le voir au tier 4. Bon, je comprends ni l'un ni l'autre, mais le tier 1 me choque quand même plus. Épilogue. Donc refaisons un petit bilan. Au tier 1, j'ai 3 joueurs. J'ai Scottie Barnes, Kate Cunningham et Evan Mobley. Au tier 2, j'ai Duarte, j'ai Guidé, j'ai Jalen Green, j'ai Davion Mitchell, j'ai Sengun, j'ai Suggs et j'ai Franz Wagner. Au tier 3, j'ai Ayo Dosunmu, j'ai Bones Island, j'ai Herb Jones, j'ai Trey Murphy III, j'ai Austin Reeves et j'ai Robinson Earl. Au tier 4, j'ai Banton, j'ai Luka Garza, j'ai Jonathan Kuminga, j'ai Treman, j'ai Cam Thomas et j'ai Ziaire Williams. Au tier 5, j'ai Charles Bassey, j'ai Jared Butler, j'ai Josh Christophe
Christopher. J'ai Corey Kispert, Moses Modi et enfin Omer Yurtseven. Donc ouais, si on fait un bilan global sur 28 joueurs, je crois qu'il y en a 25 sur lesquels on était totalement d'accord. Il y a Alperen Sengun sur lesquels on était du 50-50 entre le tier 2 et le tier 3. Et ça, je peux vraiment l'entendre. Hein. J'avais déjà dit que c'était un tier 2,5. Donc pour moi, le 50-50 me va bien. Après, il y a Davion Mitchell. Vous étiez une majorité à le voir au tier 3. Et là-dessus, bon, ben ça c'est mon avis. Moi, je vous rejoins pas. Je pense que vous sous-estimez son playmaking et son impact défensif. Peut-être que le scoring a beaucoup d'importance pour vous, en tout cas pour ceux qui le mettent au tier 3. Après, maintenant, ça peut s'entendre, vu que chacun hiérarchise un peu les secteurs de jeu comme il veut. En fait, finalement, le plus gros désaccord, c'est pour Cunningham, que moi j'ai mis au tier 1 et que beaucoup voyaient au tier 2. Et pourtant, si, encore une fois, je le répète parce que c'est important, si on oublie complètement les attentes qu'on peut avoir autour d'un first pick, qui je le rappelle est quand même encore très jeune, et qu'on regarde qui est au tier 2, je trouve que même si c'est sûr qu'il croque, c'est sûr qu'il force des shoots, c'est sûr que son adresse est pas bonne, mais je vois pas qui au tier 2 est meilleur que lui pour l'instant, si on prend la polyvalence et le volume du jeu qu'il a dans une équipe comme Détroit où il se comporte déjà en vrai leader. Et tout ça, pour moi, c'est très très important. Donc ok, il est en dessous de Scottie Barnes et de Evan Mobley, ça c'est clairement le cas, hein. Il est en dessous de ces deux autres au tier 1, mais il est clairement au-dessus de tous ceux qui sont au tier 2 à mes yeux. Voilà pour ce qui est des rookies de cette saison, voilà pour ce qui est de ce nouveau Crystal Ball. Alors est-ce que ça vous a plu? Qu'est-ce que vous en pensez de cette cuvée de rookies? Et quel est votre préféré parmi tous ces débutants? Mettez-moi son nom dans les commentaires. Dites-moi aussi si parmi tous ceux qu'on a classés, il y en a un que vous ne voyez vraiment pas à sa place. S'il y a un blasphème selon vous, avec 2-3 arguments, ce sera encore mieux. Enfin c'est pareil, si d'ici quelques mois vous voulez qu'on fasse un opus 2 de cette vidéo pour savoir qui a grimpé dans ses classements, dans ses tiers, ou qui a dégringolé ou est resté au même stade, dites-le moi, c'est la même chose, signalez-vous, on fera ça. De toute façon, pour moi, le meilleur indicateur pour savoir si ça vous a plu, c'est les pouces bleus, donc vous savez quoi faire. Et pour finir, de toute façon, vous connaissez les bails, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche pour recevoir les notifications, justement, on lâche un maximum de pouces bleus et on rédige ses meilleurs commentaires. Attention, tous ceux qui ne le feront pas, leur rookie préféré, là justement, celui dont vous allez m'écrire le nom, je ferai en sorte qu'il dégringole, qu'il connaisse une chute vertigineuse. Ouais, avouez, ce serait dommage quand même. En tout cas, big up à tous ceux qui sont restés jusque là dans cette vidéo, c'est important, mais aussi à tous ceux qui soutiennent sur Tipeee et qui m'ont aidé à faire un gros chèque pour le Movember. Je suis fier de vous, je suis fier de nous, on a passé un mois de novembre fabuleux et profitez de cette moustache, elle va bientôt disparaître. À très vite. Лукак, стали клуб решать. Отлично.